Bonjour à tous. Aujourd'hui, deux mentors pour freelance qui se rencontrent et qui vont discuter. Comment ça va? Ça va, merci. On va prendre le temps de se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que ça va être une vidéo potentiellement croisée. Donc, toi pour ton audience et moi pour mon audience. Donc, il faut qu'on se présente. Je commence? Ouais, tout à fait. Ouais, alors moi, c'est Ahmed Aïd Zaïd. Je suis dans le métier de l'IT depuis 27 ans et freelance depuis 20 ans. Moi, je suis spécialisé sur SAP. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, SAP, c'est un logiciel qui est principalement adressé pour les très grosses boîtes et qui adresse tous les métiers des entreprises. Alors, c'est plutôt adapté pour les multinationales. Moi, ce que je propose, c'est d'accompagner les consultants SAP à devenir freelance, à se spécialiser en tant que freelance. Ok. On va pouvoir poser pas mal de questions sur cet accompagnement. Alors, de mon côté, donc moi, je suis Imran. Je suis dans l'IT depuis 15 ans maintenant. Je suis passé de ingénieur cloud à DSI, directeur des services informatiques. Donc ça, c'était mon dernier job en tant que salarié. Je me suis lancé en freelance il y a 4 ans et j'ai toujours aimé le mentoring au sens large. C'est moi qui gérais les contrats pro, les alternants, les stagiaires et j'ai toujours aimé ça. Et depuis que je suis freelance, donc ça fait 4 ans, j'ai perdu un peu ce côté mentoring parce que quand tu es freelance, on ne te paye pas pour faire du mentoring, on te paye pour délivrer. Et donc, ça fait 2 ans que j'ai lancé sur LinkedIn mon accompagnement pour freelance tech au sens large, Ouais. alors pas qui cherche des missions longues. Moi, c'est pas du tout mon credo. Moi, je suis plutôt aider les freelances qui en ont marre d'être un peu salariés déguisés, de ne pas avoir de la liberté dans leur temps, parce que moi, j'ai construit mon activité comme ça. Donc, je leur montre comment faire pareil, comment trouver des clients par soi-même et vendre au forfait. Pareil, on pourra discuter un peu plus. Euh, J'avais une première question pour toi, c'est quand tu dis que tu accompagnes les freelance, enfin les consultants SAP à devenir freelance. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus sur comment, qu'est-ce qu'ils font, comment tu les aides, quelles erreurs ils font généralement et comment tu les accompagnes? Ouais. Alors, le consulting sur SAP est très particulier parce qu'en fait, les gens sont consultants SAP, ils sont facturés à des taux assez élevés par rapport à la moyenne de ce qui est fait. Donc, ça tourne assez élevé, c'est relatif, hein, mais ça tourne en moyenne entre 600 et 800 euros très souvent par jour. Et comme ils adressent bien souvent des grosses boîtes, c'est des contrats qui sont long terme. Donc, Mhm. au départ, ils travaillent sur des sociétés de services. Euh, Bien souvent, hein, quand ils débutent, ils sont sur des sociétés de services. Et au bout de 4 5 ans, soit ils peuvent devenir managers, euh, mais bien souvent, on a énormément de consultants qui décident de se mettre à leur compte parce que ça va leur donner une rémunération plus élevée. Et la particularité de travail en freelance, SAP, c'est que, en fait, ils sont pas du tout commerciaux. C'est-à-dire, cet aspect commerciaux, cet aspect salarial déguisé, en fait, la majorité des consultants, des freelances SAP, ils ont cet aspect salarial déguisé parce qu'il y a énormément de sociétés de placement qui voient, étant donné les taux assez élevés et la pénurie de ce type de profil, va les placer, va faire le travail de commerciaux à leur place et va les placer sur les projets. Voilà. Donc moi, mon boulot, c'est d'essayer de un peu de clarifier leur positionnement. Parce que bien souvent, ils arrivent, ils se disent, j'ai quelques années d'expérience, donc je vais basculer. Et bien souvent, ils basculent avec une mauvaise expertise. Une expertise qui fait que quand il y a beaucoup de demandes, il n'y a pas de problème, ils vont trouver la mission, puis au bout d'un moment, il n'y a plus rien parce qu'ils ont pas, ils sont pas formés bonnes choses. Ils ne se positionnent pas de la bonne façon, ils mettent un peu tout sur leur CV, tout et n'importe quoi sur leur CV. Donc, ils trouvent des missions quand ça se passe bien et en période de crise, ils retournent au CDI. D'accord. Voilà. Et tu me disais tout à l'heure, il y a des pénuries dans ces compétences-là.
qu'est-ce qui fait que c'est rare? C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à SAP, ou bien c'est tellement niche pour les gros comptes que ce n'est pas très, entre guillemets, attrayant pour quelqu'un qui se lance dans l'IT ou quoi que ce soit. Est-ce que par ton expérience, est-ce que tu as des pistes là-dessus? Qu'est-ce qui fait que les gens, enfin, que c'est une compétence rare et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y mettent ou qui s'y mettent mal? Bah déjà, il y a beaucoup de demandes. Ouais, Euh, bon, il y a beaucoup de demandes de trucs, parce qu'il y a pas mal de projets sur SAP, hein, beaucoup de comptes, c'est des gros comptes, et le système c'est assez complexe. C'est-à-dire d'accord. que pour devenir consultant SAP, il y a énormément de formations, énormément de veille technologique. Moi, je passe mon temps à me former. Un consultant SAP, pour être expert, il faut 6 7 ans d'expérience facilement. Moi, ça fait 25 ans que je travaille sur le domaine, et je connais qu'un tout petit bout de ce qui se fait sur SAP, mais vraiment un tout petit bout, quoi. Alors, j'ai un spectre assez large, mais en réalité, ça représente peut-être 10%, quoi, alors que ça fait 27 ans que je travaille dessus. Et c'est des systèmes, en fait, on travaille sur des systèmes assez complexes. Donc, le ticket d'entrée pour devenir consultant, il est assez élevé. Ce qui fait que bah, une personne qui est consultant, quand il travaille vraiment sur, sur un sujet d'expertise, bah, il y a très peu de consultants qui font la même chose que lui, et il est très, très demandé. D'accord. Donc, La ça rejoint ce que réponse. tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que même quand tu es consultant SAP, dire que tu es consultant SAP généraliste, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il est préférable de dire que tu es consultant SAP sur ce module-là expert, donc d'être niché à l'intérieur de cette niche déjà, et Ouais, c'est d'avoir ça. la chance de parler, parce que quand on a besoin de toi sur ce besoin-là, bah, tu es quasiment tout seul à pouvoir répondre aux besoins. Ouais, c'est ça. Et OK. là où les consultants doivent peut-être un peu évoluer, parce que là, le marché, j'ai l'impression qu'il est en train de changer également. Euh, c'est par rapport à ce que toi, tu proposes. C'est-à-dire, jusqu'à présent, les consultants, ils arrivent et les autres font les commerciaux à leur place. Et moi, ce que je leur dis, ben, essayez d'avoir une expertise. Je vous aide à à bien vous positionner, à vous former au bon module, etc. Je pense qu'avec le marché qui évolue, l'intervention, ben, on est aussi touché par l'IA. On a énormément de tâches qui vont évoluer suite à l'IA, la digitalisation, l'internalisation aussi des, des, des compétences. Euh, je pense que les consultants ont intérêt aussi à avoir une casquette un peu commerciale, avoir un peu plus de visibilité sur les réseaux, pouvoir se vendre, tout ça. Donc c'est un peu plus dans ton domaine, ça, justement. Euh, et même les consultants, alors qu'ils n'avaient pas besoin de ça, à mon époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas forcément besoin de ça. Je pense qu'ils vont en avoir de plus en plus besoin. C'est une tendance un peu générale, mais je pense que c'est un peu comme tout, c'est cyclique. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où, période dorée, pour les techs en général, les devs à un moment donné, il y a eu beaucoup de demandes et tu n'avais pas beaucoup d'efforts. Donc, on te contactait, super mission, bon TGM, et boum, tu vas dedans. Au Mm. bout d'un moment, bah, tout le monde voit que ça fonctionne, donc tout le monde veut faire la même chose. Alors, et c'est ça qui est bien, c'est que dans SAP, la barrière à l'entrée, tu ne peux pas t'autoproclamer consultant SAP, parce que d'ailleurs, si tu ne gères pas techniquement, c'est hyper compliqué. Ouais, On détecterait très rapidement que tu ne fais pas l'affaire. Bah, dans plein d'autres technos, dans la tech, hein, que ce soit Dev, DevOps, alors CyberSec, c'est un peu particulier, mais Dev, DevOps, par exemple, ou même Cloud, bah, la barrière, elle n'est pas si haute à l'entrée. Tu peux très rapidement apprendre les bonnes compétences, même si tu n'as pas l'expérience, mais tu peux apprendre les compétences et pouvoir t'en sortir. Et donc, ce qui fait que bah, y a eu plein de demandes, plein de gens qui se sont lancés dedans, à un moment donné, plus d'offres, enfin, plus de demandeurs de missions que d'offres disponibles. Et tout le monde se retrouve un peu embêté et à devoir retrouver des missions par soi-même, et c'est hyper compliqué. Et le deuxième point qui est super intéressant, c'est que moi, je pensais déjà que SAP, c'était déjà une niche. Et là, tu viens de dire en fait que non, même dans cette niche-là, il faut quand même se nicher. Donc, ça met l'emphase sur pas mal de choses qu'on raconte un peu tous les deux. C'est que être un petit poisson dans un grand lac,
où c'est pas très intéressant. Par contre, d'être le plus gros poisson d'une toute petite flaque, super intéressant parce qu'on va venir te choisir pour ça. Et ça marche. Imagine, dans SAP, il faut encore avoir une niche. Bah, imagine que tu dis que tu es dev React ou dev PHP, c'est encore plus large, c'est encore moins niche. Donc, pour te différencier, il faut encore plus se nicher. Et c'est super important, ce que tu parlais, là, positionnement. Moi, le premier, je ne savais pas ce que c'était un positionnement quand je me suis lancé. Écoute, je suis freelance, quoi. Freelance tech, je fais de la chefferie de projet. Ouais. Tu as besoin de moi, tu n'as pas besoin. Mais ça ne marche pas, en fait. Et c'est ça sur lequel il faut travailler. Ça, c'est clair. Bah, moi, je prends mon exemple. Ça fait 27 ans que je travaille. Donc, on ne va pas rentrer sur les termes SAP, mais on va dire que sur la partie IT, je peux implémenter un process SAP sur les achats, sur les appros, sur la production, sur la qualité, qu'est-ce qu'il y a d'autre, sur la maintenance. Voilà, tout ça, c'est les métiers de l'entreprise. Sur l'entrepôt, le transport. Mais quand je me présente, quand j'envoie un CV ou une offre, moi, je me spécialise sur la gestion d'entrepôt. Et je fais que ça, parce que c'est un module qui est un peu stratégique, parce ils ont changé un peu de version au niveau des SAP, donc il y a énormément de boîtes qui demandent des modifications sur cette partie-là. Et donc, même si je fais plein de choses, je présente que ça. Je suis spécialiste Extended Warehouse Management, gestion d'entrepôt étendue, et je me présente comme ça. Alors, quand je trouve des missions. Et pourtant, j'aurais pas de mal à faire beaucoup d'autres choses. Par contre, un truc important, et ça, c'est valable pour tout le monde, hein, même dans ton domaine, je pense qu'on peut trouver une mission. Tu as besoin d'être expert pour qu'on te choisisse. Mais si tu veux rester, il faut être généraliste. Okay, donc, il faut être en profondeur pour être choisi et ensuite être suffisamment souple et suffisamment connaître de choses pour qu'on puisse continuer à faire appel à toi. Et moi, c'est ce que je fais. Ça me fait hyper plaisir que tu le dis comme ça. Parce que j'entends tout et son contraire. Il faut être généraliste, comme ça tu trouves plein de missions dans tous les sens, ou il faut être hyper expert parce que c'est ça qu'il faut. J'ai l'impression que ce n'est pas du tout les extrêmes qu'il faut avoir. Ce qui semble plus intéressant, et ce que je constate pour moi-même, c'est exactement ce que tu viens de dire en fait. Oui, il faut que tu puisses rentrer dans l'entreprise, et pour ça, il faut être hyper pointu, hyper expert sur le sujet que l'entreprise a besoin. Mais une fois que tu es à l'intérieur, ça ne veut pas dire que tu es borné, que tu fais que ça. Parce que tes compétences peuvent aider l'entreprise dans laquelle tu travailles déjà sur plein d'autres sujets, sans être expert, parce que tu sais le faire. Et donc, c'est à ce moment-là que ton histoire de généraliste prend tout son sens. Et c'est beaucoup plus facile de rentrer chez un client par une expertise, comme tu viens de le dire. Et après, par contre, c'est beaucoup plus facile de re-signer avec le même client, tout simplement parce qu'il a confiance en toi. Tu as délivré la qualité, il est satisfait de ton travail, il aime ta façon de travailler. Ben, il ne va pas s'emmerder à aller chercher quelqu'un ou te mettre en concurrence. Non, il a un bon prestataire avec lui. Ben, tu peux lui dire, écoute, ça, tu me connais pour ça, mais je sais faire ça, 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 ça aussi, ça aussi. Mais ça, c'est ton rôle à toi de l'exprimer à l'entreprise, d'elle-même pas se fatiguer. Et si on fait une comparaison, par exemple, si on fait une comparaison avec le bâtiment, si tu dois refaire ton électricité dans ta maison, ben, tu appelles qui? Tu appelles un artisan qui touche à tout, qui dit moi je sais tout faire, ou tu appelles l'expert en électricité? Ben, si c'est un truc un peu compliqué, même si c'est plus cher, je prends l'expert en électricité, moi. Je prends pas de risque. Par contre, une fois que l'expert en électricité a fait ton chantier, tout ça, tu lui poses la question, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut faire ma plomberie, tout ça? Si le gars il te dit, ouais, moi je sais faire, bah, il y aura de bonnes chances pour que tu lui donnes sa chance parce qu'il a bien fait l'électricité et tu vas lui faire confiance, quoi. Tu vas lui dire, bon, s'il sait faire et qu'il dit qu'il sait faire, moi, voilà, c'est normal, quoi. Tu vas pas prendre le risque de prendre quelqu'un que tu connais pas et que, enfin, à notre échelle, hein, et même à l'échelle d'une entreprise, tu préfères bosser avec quelqu'un. En fait, ce qui te fait rentrer, c'est que la personne n'a pas forcément confiance en toi, mais elle a la confiance
tu lui as montré ton expertise sur un sujet. Donc, elle a eu confiance en toi sur ça. Et c'est pour ça qu'elle a bossé avec toi au départ. Mais une fois qu'elle a confiance en toi sur ça, ton travail, c'est de lui montrer que tu peux me faire confiance sur autre chose. Et là, c'est beaucoup plus facile. Par contre, si tu démarches une entreprise qui ne te connaît pas et que tu lui demandes de te faire confiance sur plein de trucs d'un coup, c'est hyper compliqué. Personne ne fait comme ça. Parce que justement, bah, tu n'as pas mis le pied dans la porte. Mais une fois que tu es à l'intérieur, bah, il faut le faire parce que sinon, tu perds énormément d'opportunités. Et c'est toujours un peu intéressant de faire des projets un peu connexes parce que ça te permet de rencontrer d'autres personnes, d'autres types de projets, mais ça ne t'enlève pas ton expertise. Mais c'est exactement, c'est exact. Et c'est con hein, parce que c'est l'exemple que je reprends souvent, tu sais, cette histoire d'électricien, ça peut être le garagiste, etc. Ah, d'accord. Ouais. Je le ramène à un métier bête. Alors, non, pas le métier qui est bête, Mais mais c'est connu de tout le monde. voilà, c'est ça, connu de tout le monde. C'est plutôt le terme que je veux utiliser. Connu de tout le monde, bah, tout de suite, les gens ils voient l'intérêt. Et par contre, bah, quand tu lui dis bah, pour ton propre métier, pourquoi ce ne serait pas pareil? Ah, ben non, mais c'est pas pareil. Bah, il n'y a pas de raison Ouais. de. Non, mais c'est la même chose. Et l'autre point important dans notre métier, et je pense que dans ton métier aussi, c'est la veille techno. Et là, c'est très important. Alors, moi, les consultants que j'apprends, j'essaie de leur faire comprendre que c'est pas moi qui va leur apprendre à se former. Enfin, c'est pas moi qui, non, c'est pas moi qui va les former. Je vais plutôt leur montrer comment se former au mieux et quelle est la méthodologie pour mieux se former. Un peu, par exemple, si tu prends un coach, on va dire là, il y a eu des matchs de foot là dernièrement. Je sais pas si tu aimes bien le foot, toi, non? Oui, je suis un peu, ouais. Ouais, Surtout les voilà. enfants qui suivent, mais je suis en même temps. Bon, ben, un coach de foot, par exemple, sur la Liga, sur une Ligue nationale ou sur une Champions League, si tu lui dis, écoute, je voudrais apprends-lui à dribbler ou à tirer, il ne saura pas faire. Ouais. La plupart des coachs, ils vont dire, bah non, moi, c'est pas mon domaine. Par contre, il va t'apprendre la tactique, il va t'apprendre les bonnes stratégies à adopter, il va t'apprendre beaucoup d'autres choses, mais il va pas t'apprendre à être footballeur, à faire du dribble. Enfin, il va pas t'apprendre à dribbler, à passer, etc. Ça, tu es censé le faire. Et ben là, pour les consultants, c'est la même chose. Tu vas pas apprendre. Le consultant, il doit être capable de s'auto-former. C'est à toi de lui indiquer les bonnes ressources éventuellement et les bonnes stratégies. Et c'est sur ça qu'on travaille. Bah, c'est un peu pareil, moi, avec les freelances avec qui je parle, c'est ils me disent, ouais, moi, je ne suis pas commercial. Et donc, ce n'est pas mon métier. Ok, très bien. Et en tant que tech, généralement, tu fais de la doc parce que tu as livré quelque chose. Mais ton métier, ce n'est pas de faire de la doc. Mais tu en fais quand même parce que c'est important pour délivrer de la Ouais. qualité. Bah, c'est pareil, si tu veux trouver tes clients toi-même, ton métier n'est pas de faire de la prospection 24 heures sur 24, mais d'en faire un peu et d'apprendre à le faire de façon autonome. Toujours ce que tu viens de dire. Ton métier, oui, tu es censé le faire. On pourra mettre toute la prospection ou tout le bon profil LinkedIn ou tout le bon contenu que tu veux. Si derrière, tu délivres pas de la qualité, ça ne changera rien à ce qu'on fait en amont. Donc, on part du principe que la personne en face, elle a de l'expérience, elle sait délivrer et qu'elle n'est pas là pour arnaquer les gens. Et une fois que ça, c'est bon, il sait faire. Par contre, nous, on peut accompagner sur tout le reste qui permet de compléter, on va dire, ce qu'on appelle les soft skills ou des skills connexes qui permettent d'avoir plus d'impact dans ta propre carrière, d'être un peu plus maître de ce que tu veux faire. Ouais, voilà. Alors moi, je suis plus focalisé dans mon offre, je suis focalisé un peu plus sur la formation de l'outil. Parce que toi, je suppose que tu as des freelances avec plein de technos différentes. Donc, je sais pas si tu inclus pas forcément la formation de ces technos dans ton offre, hein, parce que ça devient Non. compliqué sinon avec le spectre et tout ça. Moi, je dois l'inclure un peu sur certaines parties, mais c'est plus à deux niveaux. Moi, je travaille avec SAP sur le premier niveau, celui où tu dois apprendre vraiment la fonctionnalité. Donc, je ne propose pas de formation, je dis plutôt de s'inscrire à la formation des SAP que j'intègre à mon offre. Et après, j'ai le deuxième, troisième niveau où là, on met en place des scénarios justement pour que la personne puisse monter en compétence. Et c'est tout dans ce là. Mais on est obligé en fait d'être un peu plus focus formation que ce que toi tu ferais ou
Ou c'est, on va dire, 80% d'accompagnement peut-être, je sais pas, hein. Moi, on va dire, c'est 40% de formation, 60% d'accompagnement, quoi. Ouais, alors moi, il n'y a pas de la formation technique parce que les freelances que j'accompagne sont généralement seniors. Donc, ils ont déjà tu vois, un peu comme toi et moi, quoi. On sait déjà se former, on sait qu'il faut le faire pour rester à la page, etc. Et donc, ils ont déjà cette mécanique-là de dire, OK, je me forme techniquement. Et moi, dans tous les cas, je suis plutôt DSI, cloud, chefferie de projet. Donc, je ne saurais pas former les gens ou montrer comment se former sur toutes les techniques qui existent. Par contre, aujourd'hui, bah, écoute, je ne sais que vendre mon temps ou je ne sais que travailler par TJM ou via un intermédiaire. Je ne sais même pas comment qu'on peut faire autrement et je ne sais même pas par où commencer. Bah, ça, je sais faire parce que moi-même, pour moi, bah, je me suis un peu cassé les dents sur ce truc-là. Et donc, ce qui a fonctionné pour moi, je le retransmets comme toi. Mais c'est exactement ce que toi, tu dis. C'est-à-dire que pour te former et pour rester, là, ça fait 20 ans que tu fais le truc, pour rester à la page, bah, tu as dû développer des mécanismes de formation pour suivre tout ce qui se met à jour, etc. Et c'est ça que tu transmets. Toute l'expérience que tu as acquise dans ta façon de te former, c'est ça que tu donnes. Et Voilà, c'est ça qui est génial, en fait, dans un accompagnement. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de la technique, parce que ça, on peut le trouver partout. Mais toi, ta méthodologie d'apprentissage pour rester à jour 20 ans après, et c'est ça qui a de la valeur. Et c'est ça qui est, je pense, qui est super important, en fait. Ouais, c'est ça. Après, le passage, ça, je sais pas encore travaillé, hein, la bascule pour passer de salarié déguisé à vrai freelance. Là, les consultants SAP sont pas encore prêts à le faire. Moi, ce que tu fais, bah, facture au forfait, tout ça, je le fais de temps en temps. Sur certaines missions et tout ça, je passe, mais c'est pas la norme sur SAP. Après, Mais ça je va pense, venir, je pense, peut-être, hein. mais je pense que c'est un peu difficile. Si aujourd'hui SAP, c'est une niche de grands comptes, les grands comptes ne veulent pas, de façon générale, enfin, même avec les freelances que j'accompagne, c'est hyper compliqué, enfin, c'est quasiment impossible de vendre au forfait avec les grands comptes. Tout simplement parce que leur système d'achat, leurs process internes sont faits pour pas que tu Oui, puisses faire permet ça. pas de faire ça. Ben, ils Donc, veulent avoir une personne, ils veulent avoir une personne avec eux, hein. C'est le principe c'est du ça. salariat. C'est ça. Par contre, ça ne t'empêche pas de trouver ta mission toi-même. Ça, j'ai eu plusieurs freelances qui ont trouvé des missions dans les grands comptes en passant en direct, en faisant jouer les réseaux, en parlant avec les bonnes personnes. Oui, in fine, tu dois administrativement, pour te faire payer, être référencé dans une ESN ou un intermédiaire. Ouais, c'est ça. Et c'est que la partie comment je me fais payer. Par contre, c'est toi qui as apporté l'affaire, donc c'est toi qui as négocié ton TJM. Ça, j'ai déjà eu 2 ou 3 personnes qui l'ont fait. Négocie leur TJM, ils apportent l'affaire à l'ESN recommandé qui va bien ou référencé qui va bien. L'ESN rajoute son truc, tant mieux pour elle, mais un petit truc. Mais par contre, toi, tu touches ce que tu as négocié à la base avec le client direct. Donc oui, il est possible de passer en direct ou de trouver la mission en direct. Par contre, administrativement, tu seras obligé de passer par un intermédiaire qui, lui, va toucher ça comme. Tant mieux pour lui, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu as trouvé la mission et surtout, tu as pu négocier ton TJM directement. Et oui, tu ne pourras pas vendre au forfait directement, je pense, au grand groupe, c'est quasiment impossible. Surtout sur une technologie qui est adressée au grand groupe. Par contre, trouver ta mission toi-même en faisant jouer ton réseau, ça peut être intéressant. Dans le sens où après, d'ailleurs, tu négocies ton TJM, tu négocies ton direct et tu négocies le cadre. Tu sais qu'il n'y a pas, on ne te propose pas une mission et après, quand tu commences, c'est totalement autre chose qui était sous le panier, etc. Donc, il y a moyen. C'est un peu plus compliqué, mais il y a moyen. Oui, totalement. Totalement. Les grands comptes sont faits. En fait, c'était le cas il y a quelques années. Tu pouvais passer en direct, hein. J'ai fait quelques comptes. Bon, par exemple, je travaillé très longtemps chez L'Oréal. Au début, quand j'ai commencé, j'étais en direct avec L'Oréal. Puis à un moment, ils m'ont contacté, ils m'ont dit non, il faut que tu passes par telle boîte. Et là, et après, pour la plupart des sociétés, c'est devenu comme ça. C'est-à-dire, dès que c'était un très grand compte, il fallait passer par un intermédiaire. Donc la différence faisait sur la marge que l'intermédiaire se faisait du fait que on soit porteur d'affaires ou pas. Donc ça, c'est important. Ouais, mais ça ne t'empêche pas que c'est toi qui es le contact chez le client direct. Ouais, ouais. Ils te connaissent toi, pas la boîte intermédiaire. Voilà, Ils il y sont a un truc, obligés ouais. de passer par là pour des raisons administratives, mais c'est ton expertise qui est demandée. Oui, oui, totalement, Et totalement. c'est ça qui Ça, est important en fait. c'est plus grave.
c'est ton réseau à toi, c'est toi, ils te connaissent toi, ton nom, pas Mhm. juste un matricule ou une ressource qu'on a demandé comme ça au sens large, quoi. Ouais. J'ai une petite question pour toi. Quelles seraient les une, deux ou trois erreurs que tu rencontres le plus avec les gens que tu accompagnes? Alors, l'erreur la plus fréquente, c'est envoyer un CV, envoyer, indiquer justement qu'ils connaissent tout. Voilà. Envoyer un CV avec l'ensemble des choses qu'ils connaissent. Alors, des fois, j'ai vu des CV où ils mettaient même le pack Microsoft, les outils Jira, ServiceNow, tout ça, alors que c'est pas le plus important, quoi. Euh, Voilà, envoyer un CD, on a tout et n'importe quoi en termes de technologie. Tout ce qu'ils ont appris dans leur vie, ils le mettent dedans, ils le balancent. Ça, c'est le premier point. Le, le, le deuxième point, en termes d'erreur, je pense qu'en tant qu'expert, on doit établir ce qu'on a appris un peu tous les deux, c'est le système de cadre de référence. Je trouve que c'est un point qui est assez important. Et quand tu travailles avec un client, tu dois mettre en place une interaction avec lui de façon à vraiment te présenter comme un expert et pas être dans une posture où tu es en infériorité. Vraiment indiquer, alors que tu sois en supériorité ou en égalité, mais et pour ça, en fait, il faut vraiment définir ce cadre de référence. Il y a un certain nombre de techniques à apprendre pour faire ça, de façon à ce que ce soit en workshop avec le client, en entretien avec le client, il y a une posture à avoir pour avoir une interaction qui te soit favorable. Et ça, il y a beaucoup de consultants qui ne l'ont pas. Et troisième erreur, il y a beaucoup de gens alors c'est lié à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, hein. Il est D'après les statistiques, il touche à peu près 7 personnes sur 10. Donc, ça inclut les consultants. Et souvent, le syndrome de l'imposteur, c'est souvent la peur d'être le perfectionnisme. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de consultants qui sont très perfectionnistes et justement qui n'ont pas osé se lancer en tant que freelance parce qu'ils vont vouloir avoir le CV parfait avec les connaissances, toutes les Toutes les connaissances qu'il faut, mais ça, c'est certifs et tout. des choses qui n'existent pas. Et donc, il faut avancer, même si c'est pas parfait, il faut pouvoir avancer. Donc, pour certaines personnes, le déclic est assez compliqué. Voilà. Ça, c'est les trois erreurs principales que je vois. C'est rigolo parce que je rencontre exactement les mêmes types en fait d'erreurs. Mm. C'est être Ouais. trop généraliste, pas vouloir accepter qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas, mais on s'en fout, on n'a pas besoin d'en parler, mais de parler de ce que je sais déjà faire parce que je le fais déjà depuis des années et on tombe souvent dans la compétence inconsciente. Comme je le fais depuis tellement de temps que c'est hyper facile pour moi, bah, c'est juste normal en fait. C'est pas exceptionnel, c'est normal. Mais oui, mais non. En fait, c'est normal pour toi. Mais il y a plein de gens pour qui ce que tu fais est hyper important, ça a de la valeur, ils ne savent pas faire, ils n'ont pas le temps, etc. Et donc, comme toi, tu vois ça comme normal, tu te dis, bah, les autres, ils sont beaucoup mieux que moi, beaucoup plus experts, etc. Alors que moi, Non, non, non. Ce que tu as pris des années à construire comme compétences, comme expérience, etc., c'est normal pour toi aujourd'hui. Et tant mieux parce que les gens vont payer pour ça. Parce que c'est hyper simple pour toi de le faire. Et pourquoi ils vont te payer? Parce qu'ils ne savent tout simplement pas le faire. Mais tant que tu n'as pas rencontré, et souvent dans notre réseau, on a des gens un peu comme nous, qui font les mêmes technos, qui ont un peu le même parcours. Donc on a l'impression que tout le monde sait faire tout ce que nous on sait faire. Et donc on est juste banal comme tous les autres. Ce qui est totalement faux. Sors de tes cercles, va parler à d'autres personnes, parle de ce que tu fais, tu verras très vite que pour toi, ce qui te paraît totalement naturel, pour plein de gens, bah, ils ne savent même pas de quoi ça parle, comment on commence, etc. Et ça, bah, tu peux pas le voir tant que tu n'as pas confronté ce que tu fais à d'autres types de personnes. Et ça demande d'aller parler à des gens et donc de faire un peu taire son syndrome de l'imposteur en disant non, tu n'es pas un imposteur en fait.
Il y a des vrais imposteurs qui circulent un peu partout, mais nous, on n'est pas vraiment des. À partir du moment où tu sais délivrer, tu promets juste ça et tu délivres juste ça, tu n'es clairement pas un imposteur. Par contre, si tu promets ça et que tu délivres ça, oui, il y a des chances. Mais ce n'est pas notre cas. Parle de ce que tu sais faire et c'est largement suffisant. Mais il faut le confronter à d'autres personnes pour voir la différence entre les deux. Mais ça, pareil, si tu spécialises, ça aide aussi. Hein. Oui. Voilà. Et oui, il y a un point aussi, je vois souvent plein de gens attendre les certifs. L'assertif va. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne côté SAP, mais je vois plein de gens. Si j'ai cette certif, c'est bon, ça va me rendre légitime, etc., etc. De mon côté, cloud, tech, etc., ce que ça dit, l'assertif, c'est juste que tu as suivi la formation et que tu as su restituer. De notre côté, je ne connais pas et je vais te poser la question là sur la partie SAP, mais nous, côté tech, plus large, cloud, DevOps, etc., souvent, ça veut dire que tu connais l'outil et que tu sais l'utiliser. Mais c'est tout ce que ça dit. Alors, à chacun maintenant après de mettre le curseur, mais l'assertif ne vend pas d'elle-même. Pas parce que tu as l'assertif que tu vas, entre guillemets, tu es l'expert. Non, les gens vont vouloir avoir la confiance que tu assertif, bah, tu l'as eu parce que vraiment, tu as des compétences et tu apportes de la valeur. Et pas juste parce que tu as su répondre à un QCM où il y avait les réponses directement accessibles sur je ne sais pas quel site. Quoi. Alors, moi, je n'ai pas de certification parce que, en fait, au moment où il fallait l'avoir, je l'ai pas demandé. Et pour moi, c'est un peu comme un diplôme. C'est-à-dire que les personnes qui ont peu d'années d'expérience, on va dire moins de 5 ans, moi, je leur conseille de l'avoir. Ou alors des personnes qui vont par exemple, qui sont sur un module SAP, qui veulent basculer sur un autre module pour se spécialiser, je conseille de l'avoir parce qu'ils commencent et ça leur ajoute un petit truc en plus. Voilà. Mais l'assertif, c'est un peu comme un diplôme, c'est-à-dire au départ, c'est utile parce que ça donne les bases, mais ensuite, ça sert pas à trouver une mission en fait après. Ça rassure le client, par contre. Je trouve que ça rassure beaucoup le client. Et dans ma méthodologie de formation, c'est le niveau 1. C'est ce qui sanctionne le niveau 1. Donc, niveau 1, c'est on apprend les bases pas à pas. Et ensuite, on a le niveau 2, niveau 3 qui permet d'atteindre une expertise sur les modules. Donc, il faut quand même. C'est mieux de l'avoir, quoi, on va dire. C'est important. C'est la base. C'est-à-dire ne pas avoir une base fait que entre quelqu'un qui a juste l'assertif et toi qui ne l'a pas, tout de suite, tu es un peu éliminé. On va dire c'est nécessaire, mais pas. Enfin, non, oui, c'est ça. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Voilà. Mais bon, quelqu'un qui a 20 ans, par exemple, dans n'importe quel métier, hein, quelqu'un, je sais pas moi, un maçon qui a 20 ans d'expérience, tu vas pas lui demander son diplôme. C'est 20 ans qu'il travaille. C'est clair. Contre, un petit jeune qui travaille depuis 2-3 ans, tu vas lui dire où tu as été formé. Exactement. C'est exactement la même chose pour ça. C'est exactement pareil. C'est cool. C'est cool. Ouais. Juste un petit point, je voulais mettre en avant. À partir de ce mois, je vais commencer une chaîne YouTube dédiée au freelance SAP. Donc, c'est principalement un objectif communautaire. Si tu regardes sur YouTube, ce type de chaîne n'existe pas. On a pas mal de chaînes sur les freelances, y compris des chaînes qui sont très très connues. La tienne déjà, et puis d'autres chaînes qui sont très connues. Très connues. Des podcasts. Il y a quelques chaînes sur SAP, mais de façon un peu plus généraliste. Des chaînes qui sont très intéressantes, mais j'ai absolument rien sur Freelance SAP et je voulais un peu faire la promotion de ce type d'activité qui apporte énormément de choses pour les personnes qui sont freelance SAP. Il y a énormément de choses. On gagne en liberté, on a une certaine équilibre de vie, on va mélanger un peu l'équilibre de vie familiale et professionnelle. Il y a énormément d'atouts pour les personnes qui veulent devenir freelance. Je voulais un peu faire la promotion de ça. Et c'est dans ce cadre-là que je vais commencer une chaîne SAP, justement pour faire
découvrir un certain nombre d'expériences de consultants SAP freelance aux gens qui veulent se lancer. C'est top. Ce qu'on va faire, c'est que juste en dessous de la vidéo, je mettrai le lien vers ton LinkedIn. Et si d'ici l'apparition de la vidéo, on a ton lien de ta chaîne, ou si tu as déjà le lien de ta chaîne, on mettra aussi, comme ça les gens qui sont intéressés peuvent cliquer et aller s'abonner. Oui, dans la tech, il y a beaucoup de gens qui parlent de technique, comment je dev ça, je développais un SaaS, etc. Mais tout ce qui tourne autour, c'est un peu plus compliqué. Il commence à en avoir pas mal. Et donc, si on peut s'entraider entre chaînes à se donner de la visibilité, parce que je pense que ça, comme tu dis, c'est communautaire et ça peut aider pas mal de gens à s'y retrouver dans des choses qu'on apprend à plein d'autres métiers, mais qu'on ne nous apprend pas, nous, au tech. Et donc, il n'y a aucune raison Exactement. qu'on ne se sorte pas, nous aussi, de notre côté, et qu'on ne nous enferme pas dans tes tech, bah, tu n'as rien d'autre à faire que faire de la tech, ce qui est totalement faux. Alors, c'est good, on fait comme ça. Ok. Il y avait autre chose dont tu voulais parler? Non, mais ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Bah, moi aussi. Bon, on fait comme ça. On se dit à bientôt. Ok, à bientôt. Allez, au Allez, revoir tout bye. le monde.